Bonjour à tous. Bonjour Stéphanie. Bonjour Antoinette. Mathieu. Bonjour Mathieu, bonjour Stéphanie. Donc, bienvenue dans ce webinaire où aujourd'hui on va parler un petit peu du rôle des managers et d'un rôle qu'ils endossent peut-être pas assez ou pas assez souvent, enfin on va voir ça, celui de coach. Voilà, donc aujourd'hui on accueille Stéphanie. Merci Stéphanie d'être là aujourd'hui, d'avoir accepté l'invitation. Donc Stéphanie, en quelques mots, les raisons pour lesquelles on a voulu discuter avec elle autour du sujet du jour. Elle a une expérience en fait très large. Donc, elle a une expérience, une casquette donc de coach. Elle a travaillé aussi comme talent manager. Elle est formatrice. Donc déjà ça c'est pas mal intéressant évidemment. Mais en plus dans ce contexte-là, elle a été amenée à travailler dans différentes entreprises, des tailles de structures très différentes, de la start-up jusqu'à la grosse industrie. Je crois que tu as travaillé chez Carmeuse avec Antoinette aussi d'ailleurs. Ouais. Et donc, tu as pu coacher aussi différents niveaux de management. Je crois que tu as aussi une expérience, finalement, tu as vécu quelque chose comme 25 ans en Allemagne, puis tu as travaillé aux États-Unis. Pour l'instant, tu travailles depuis la Belgique avec des sociétés internationales, comme Red Bull, je crois d'ailleurs. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, tu fais aussi passer des tests d'assessment, et je pense même que tu m'as fait passer un test Hogan il y a de ça 1 an et demi, quelque chose comme ça. Voilà, donc bienvenue Stéphanie, merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Donc il y a également Antoinette qui est là aujourd'hui et qui sera là pour écouter vos questions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous les poser sur le chat et elle nous les posera soit directement, soit à la fin de la session. Il y aura un petit peu de temps pour ça. Et donc d'habitude c'est Antoinette qui est devant l'écran et qui fait les présentations, hein, puisqu'elle travaille comme Learning Strategist chez MySkillCamp dans notre département Learning Science. Bonjour Antoinette. Bonjour Mathieu, je suis contente une fois que ce soit quelqu'un d'autre qui prenne le relais. À charge de revanche. Voilà. Et donc, moi-même, je suis Mathieu Van Belt, je suis Learning Evangelist. Ça fait 4 ans que je travaille chez MySkillCamp et j'ai pas mal d'expérience aussi comme team manager, puisque ça fait à peu près 15 ans que je gère moi-même des équipes. Donc voilà, mais aujourd'hui, je serai plus là pour poser les questions et discuter avec Stéphanie. Alors, on va démarrer tout de suite et on va commencer peut-être par une question pour au moins s'accorder un peu sur le vocabulaire. Hein. Quand on va parler aujourd'hui du rôle des managers en tant que coach, qu'est-ce qu'on entend par là? Qu'est-ce que c'est qu'un coach selon toi, Stéphanie? Oui, c'est une bonne question parce que je trouve le mot coach, c'est quand même utilisé dans tout le sens actuellement. Et justement, donc, moi, je me souviens encore, il y a 25 ans, la première fois que j'ai entendu le mot coach, il y avait quelqu'un qui avait utilisé cette notion de carrosse parce que, et ça m'a fortement parlé parce que ça vient de Moyen-Âge et en fait, le carrosse était principalement utilisé pour amener le roi ou la reine de leur château là où ils voulaient aller. Et moi, j'aime bien utiliser des visuels comme ça parce que ça matche mieux dans ma tête et ça reste plus longtemps. Et donc, pour moi, un coach, c'est quelqu'un qui prend le gens de son équipe ou le gens qui viennent le voir de là où ils sont vers là où ils veulent aller. Et là où ils veulent aller, c'est vraiment important parce que ça fait 10 ou presque 15 ans que je travaille avec de force de gens et en travaillant avec de force, on développe de force plus fort que toujours travailler sur ce qui ne va pas. Et en utilisant la force, on arrive à faire un magnifique travail. Et donc, pour moi, la notion de où ils veulent aller, c'est vraiment important. Ouais, donc ce sont les coachs qui vont fixer le cap. Oui. Et puis peut-être que contrairement aux carrosses du Moyen-Âge, dans le cas présent, là, c'est les coachs qui vont devoir un petit peu pédaler aussi, faire avancer la machine. Oui,
Tout à fait. Et ça, c'est important aussi. Donc, c'est plus le manager qui décide tout. C'est vraiment le coachee qui décide, OK, j'aimerais bien aller là et comment tu peux m'aider et qu'est-ce que moi, je dois mettre en place pour y arriver. Donc, c'est beaucoup plus actif que juste, oui, donnez-moi une formation et ça va bien se passer. Non, c'est vraiment l'implication de coacher qui est importante, absolument. Ok, donc on va donner un peu moins les instructions, on va plus être dans une position de questionnement ou aider en tout cas le coachee à faire le mouvement, quoi. Oui, tout à fait. Et le questionnement, c'est vraiment important. Donc, pas poser la question, est-ce que tu veux te développer? Ouais, mais là, il va dire oui, mais vraiment poser des questions ouvertes où la personne doit réfléchir, où elle doit vraiment dire, OK, où est-ce que moi je veux aller? Qu'est-ce que moi j'ai comme projet dans ma vie, dans ma carrière? Et qu'est-ce qu'il me faut pour y arriver? Ouais, d'accord. Et alors Et du coup, la différence un peu entre un coach ou un mentor, est-ce que c'est la même chose? Ça se rejoint sur certaines choses? oui, alors pour moi, la différence entre un coach et un mentor, c'est vraiment le coach pose beaucoup de questions pour aider la personne vraiment à réfléchir dans le bon sens. Et un mentor, c'est quelqu'un qui partage son expérience. Donc, c'est généralement quelqu'un plus âgé, plus senior, qui a déjà vécu pas mal de choses, qui peut partager sa connaissance. Maintenant, dans certains cas, ça peut très bien être le manager aussi parce que souvent le manager a déjà une expérience plus grande que l'équipe qu'il gère et dans ces cas-là, il peut aussi agir comme mentor. Mais souvent, on aime bien aussi utiliser des mentors qui sont encore plus haut dans l'organisation ou avec plus d'expérience et parfois même en dehors de l'entreprise pour donner un aperçu encore plus grand que juste rester dans son propre entreprise. Ok, donc c'est deux rôles finalement assez complémentaires. On pourrait imaginer qu'un coach va aussi trouver des mentors à un moment donné pour aider le coachee à développer certaines compétences. Oui, certainement. Donc, surtout s'il y a des choses qui sont très pratico-pratiques. Hein. Donc, imaginons que le coaché veut développer sa manière de présenter, mais pourquoi pas aller voir un mentor qui est super en présentation et travailler avec lui sur sa présentation et l'inviter à la présentation pour ensuite aussi recevoir un feedback direct du mentor, comment ça s'est passé. Ouais, d'accord. Ok, donc je crois qu'on avait préparé une petite synthèse là-dessus justement. Donc le coach qui guide jusqu'à la destination choisie, choisie par le coachee, avec cette attitude où on pose des questions avant tout. Et puis le mentor, qui peut parfois être ce coach également, mais qui est plus de nouveau une question, enfin un rôle, une question d'attitude, où là on est plus dans le partage de connaissances et un peu moins peut-être dans les questions et enfin, aider le coachee vraiment à faire son chemin, je dirais. Oui, tout à fait. Ok. Du coup, maintenant qu'on a posé un petit peu le cadre, on va pouvoir entrer un petit peu plus dans le vif du sujet et commencer à voir un petit peu la place du manager dans tout ça. Donc la première question finalement, c'est un petit peu de savoir, ok, c'est vrai, est-ce que c'est important finalement d'impliquer les managers dans l'apprentissage, dans le L&D est-ce que, enfin, pour quelles raisons est-ce qu'on ferait ça en réalité? Oui, enfin, moi je dirais clairement oui, parce que le manager est quand même la personne qui est la plus proche à ses employés. Donc, si c'est un bon manager, c'est quelqu'un qui parle régulièrement avec son équipe, qui interagit régulièrement. Et c'est quelqu'un qui a vraiment un aperçu sur ce que la personne sait faire ou ce que la personne sait peut-être pas faire. Et en posant des questions, il arrive à vraiment déterminer quelles sont les choses que toi, tu as envie d'améliorer. Donc, c'est vraiment une discussion et je trouve dans un contexte du business, c'est vraiment important que c'est le manager qui fait ça parce qu'il connaît la réalité de son département, il connaît la réalité du business. Et c'est pour ça que son implication dans le learning and development est vraiment critique. Et maintenant, enfin, évidemment, beaucoup
sociétés ont un département Learning and Development, ce qui est très bien aussi. Mais je crois au niveau de détection, ce que la personne veut faire, c'est vraiment là le rôle du manager. Et puis trouver la bonne solution, soit une formation, soit un mentoring, soit un exercice bien pratique, soit un livre, il y a des milliers de choses qu'on peut mettre en place. Là, le Learning and Development Department ou le département de Learning and Development peut aider. Donc, c'est vraiment un partenariat entre les trois. Donc, l'employé, le manager et le Learning and Development si ça existe dans la société. Non, c'est ça. Donc, il y a cette proximité qui existe entre le manager et l'employé qui lui donne cette place privilégiée. Ouais. C'est vrai que quand je réfléchis, on fait parfois des évaluations 360, mais ça dépend un peu des rôles. Il y a des rôles où finalement, on ne travaille pas tellement avec ses pairs, alors que le manager, c'est la constante. C'est vrai qu'en général, son manager, il en sait beaucoup sur soi, quoi. Et, oui, sur soi et aussi sur les interactions avec les autres. Et c'est là où c'est intéressant aussi parce que c'est justement là où est toute la force de l'équipe de travailler avec les autres et utiliser des forces de chacun pour vraiment utiliser l'intelligence collective et faire grandir toute l'équipe en utilisant les forces de tout le monde. Ouais. Ouais. Et alors, le deuxième aspect que tu soulignais, c'est un peu aussi le fait que oui, le manager, il a aussi une série de moyens, de ressources à sa disposition qu'il va pouvoir exploiter. Je pense c'est très juste. C'est vrai que souvent, enfin, on voit dans certaines entreprises, c'est le manager qui va pouvoir valider des demandes de formation, justement. Donc, ça illustre ça assez bien. Mais en plus de ça, je pensais à autre chose. C'est un peu... en termes de moyens aussi, il a souvent, le manager a une vision qui est parfois meilleure que celle de son équipe. C'est souvent regrettable, mais c'est quand même la réalité assez régulièrement. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent le manager, il est au courant un petit peu de ce qui va se faire. Ah tiens, on est en train de créer ou de lancer un projet là-bas, ou il y a ceci qui est en train de se mettre en place, il y a des nouvelles opportunités, et donc il a ça en tête et il va peut-être pouvoir se dire, tiens, là on pourrait, il y a peut-être quelque chose pour toi, une opportunité pour toi. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'ai vécu dans des sortes de comités ressources humaines où les managers se rassemblaient. On faisait un petit peu un point vraiment sur le développement de chacun dans les différentes équipes. Et c'était aussi à ce moment-là qu'on pensait un petit peu mobilité interne et vraiment des opportunités pour que chacun puisse s'épanouir, ce qui est évidemment bénéfique à un titre individuel et puis pour l'entreprise. On peut penser à la rétention, etc. Oui, et ça, c'est vraiment l'exemple parfait. Donc, si les managers entre eux discutent des développements de leurs collaborateurs et pensent, OK, là, on a un projet où on aura besoin de quelqu'un avec telle force et toi, tu dis oui, mais moi, j'ai quelqu'un qui est plus ou moins bien, mais il aimerait bien le développer plus. Donc, c'est une opportunité parfaite pour le learning, en fait. Et là, en fait, l'avantage, c'est en plus que c'est dans la pratique. Donc, c'est trial and error. Donc, c'est pas, OK, je vais juste à une formation. Non, je l'utilise immédiatement. Maintenant, parfois, c'est peut-être nécessaire d'abord suivre une formation et ensuite utiliser ce que tu as appris pendant la formation immédiatement dans la pratique. Et c'est là vraiment la combinaison qui est vraiment importante. Ouais. Ok, on va passer à la deuxième question. Question un peu plus pratique. Maintenant qu'on est convaincu finalement de l'intérêt d'impliquer les managers, il reste un problème, c'est que souvent les managers, c'est les personnes les plus occupées du monde. Oui. Alors j'en discutais avec quelqu'un qui me disait ouais, ça fait partie du job d'être débordé, donc c'est pas un problème, mais quand même il va falloir arriver à les convaincre de faire ça en plus. Comment est-ce qu'on peut y arriver? Oui, donc d'abord, c'est pas en plus, parce qu'en étant manager, ça fait effectivement partie du travail. Et maintenant, enfin, les réalités sont très différentes. Dans un start-up, tout le monde fait un peu de tout. Dans une grosse structure, les rôles sont beaucoup plus limités. Oui. Mais dans un rôle de manager, généralement, c'est le développement de chaque collaborateur qui est prévu dedans. Alors, comment le convaincre? Mais moi, je dirais, réfléchissez à vous-même et réfléchissez ce que vous
vous voulez avoir comme type de manager? Est-ce que vous voulez quelqu'un qui vous donne des directions, qui vous dit ce que vous devez faire, ou est-ce que vous préférez quelqu'un qui vous écoute, qui a vraiment votre intérêt en tête, évidemment, pas oublier l'intérêt du business, et qui pose plein de questions pour vous aider à le découvrir et à vous développer là-dedans. Et je crois la réponse est vite là que la plupart des gens préfèrent ça. Maintenant, il y a toujours des gens qui préfèrent un manager qui va dire non, toi, tu dois faire ça, 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 ça. Par exemple, j'ai travaillé dans une entreprise où il y avait la notion organisation agile et tout ça. Et il y avait une femme qui était secrétaire du CEO. Et elle était déjà là depuis un certain moment, déjà depuis beaucoup d'années. Et elle a dit, mais écoutez, ça me parle vraiment pas. Moi, j'ai vraiment besoin que mon manager me dise ce que je dois faire. Et là, je serai contente. Et donc, ça, c'est aussi le rôle du manager, de justement écouter qu'est-ce que chacun a besoin. Et qu'est-ce que chacun veut avoir. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de la direction. Il y a des gens qui veulent l'explorer par eux-mêmes et se développer par eux-mêmes. Et c'est ça aussi la question du coach, de vraiment écouter l'autre sans avoir de jugement, sans avoir dans sa tête, non, tout le monde doit maintenant fonctionner comme ça. Ça ne fonctionne pas parce que si on veut que tout le monde fonctionne à sa meilleure convenance, mais il faut d'abord les écouter. Et oui, on a tous beaucoup à faire, mais si on coach des gens et si on les écoute, mais on va voir que les gens vont devenir plus autonomes, plus responsables, et ils vont prendre des choses que moi j'ai peut-être fait avant et quelqu'un adore faire ça et il le prend de moi, donc je gagne aussi du temps et je gagne surtout la motivation. Par exemple, quand moi j'étais manager, j'avais une fille qui était tout à fait nouveau et elle ne savait pas trop quoi faire. Et avant, son manager était vraiment quelqu'un qui disait « Non, tu dois faire comme ça et comme ça et comme ça ». Et je voyais qu'elle elle devenait vraiment tout petite. Et puis moi, j'ai pris l'approche de dire, OK, mais qu'est-ce que toi, tu peux faire? Qu'est-ce que toi, tu as envie de faire, etc. Et au fur et à mesure, elle a dit, oui, je crois que ça sera mieux de faire comme ça. Et puis, je la laissais faire au risque qu'elle fasse des erreurs, mais ce n'était pas très grave si elle faisait des erreurs. Et au fur et à mesure, j'ai vu qu'elle a même physiquement, elle a grandi, elle était plus confiante sur elle et elle a pris tout le projet en main et elle a super bien fait. Et à la fin, elle était vraiment super motivée parce qu'elle a dit, oui, là, tu m'as fait confiance et j'ai réussi à le faire. Donc ça, je trouve, c'est vraiment une raison de plus de le faire. Ouais. Ça rejoint un petit peu la question que posait Antoinette ici, c'est de dire finalement, en fait, c'est presque obligatoire quand on regarde un petit peu à cette nouvelle génération qui est, justement, il y a des attentes un peu particulières et une quête de sens en particulier. Et là, ce que tu évoques, moi, ça me fait penser un peu à ces leviers de la motivation, parmi lesquels on retrouve justement l'autonomie. Et je crois que, Alès, ce que tu expliquais ici, c'est vraiment ça. C'est finalement donner cette autonomie, ça lui a permis vraiment de s'épanouir, et puis de trouver aussi là-dedans de la maîtrise d'ailleurs. Hein, donc c'est un des autres leviers. Donc ouais, c'est presque obligatoire, quoi. Oui, et tout à fait. Et surtout avec la nouvelle génération et l'exemple que j'utilisais avant de la dame qui voulait vraiment avoir des instructions claires, elle faisait plutôt partie de la génération Y, de la génération baby boomer. Et évidemment, là, les attentes sont parfois différentes parce qu'ils ont eu l'habitude. Mais moi, je suis aussi de génération baby boomer et je peux te dire, moi, je préfère un coach parce que moi, j'ai toujours envie de me développer. Et si je n'ai pas un coach comme manager et j'ai quelqu'un hyper restrictif, mais je vais m'en aller parce que ça ne m'intéresse pas.
Ouais, c'est certain, toutes ces générations, ça reste des moyennes finalement, hein, des tendances globales, mais ça reste avant tout une affaire individuelle. C'était le point de départ, je pense, de ta réponse d'ailleurs, de dire que bah, finalement, ça dépend aussi d'une personne à l'autre. La manière de le faire, en tout cas, va Oui, beaucoup varier. tout à fait. Ok, on va passer à la question suivante. Maintenant qu'on voit un petit peu comment on peut agir aussi pour essayer d'impliquer ces managers, donc pourquoi c'est important, comment on peut faire pour essayer de les embarquer là-dedans. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Comment est-ce qu'ils pourraient s'y mettre? Voilà, donc on a un manager, il y en a peut-être d'ailleurs qui participent aussi aujourd'hui à ce webinaire, donc des chefs d'équipe. Voilà, ils sortent du webinaire, qu'est-ce qu'ils font? Mais je dirais d'abord faire ce que j'avais dit tantôt, se poser la question qu'est-ce que eux ils aimeraient bien avoir comme manager et vraiment se baser sur ça pour se dire ok si moi je veux ça, mais ce sera peut-être important que je pose la même question à mon équipe. Donc vraiment prendre le temps avec l'équipe et dire écoutez j'étais à un webinaire ou n'importe comment vous allez introduire et j'aimerais bien qu'on change un peu notre manière de fonctionner. Et j'aimerais bien que tout le monde prend un peu plus de place et que tout le monde travaille avec ses forces, etc. Et puis, vraiment prendre le temps avec chaque individu et leur poser la question. Mais qu'est-ce que vous adorez faire dans votre travail? Qu'est-ce que vous haïssez dans votre travail? Qu'est-ce que vous voulez vraiment plus faire? Et qu'est-ce que vous voulez développer dans le futur? Qu'est-ce que vous tient vraiment à cœur? Et vraiment poser des questions et noter et vraiment être sûr qu'on comprend complètement et faire ça avec chaque membre de l'équipe. Et après, c'est vraiment comme une danse dans l'équipe, utiliser les forces de chacun et mettre en place des choses où l'équipe eux-mêmes peuvent se nourrir au niveau de développement, mais aussi vers l'extérieur. Donc vraiment, dans la conversation aussi, dire, OK, mais tu as envie de développer tes compétences comme gestionnaire de projet, par exemple, mais qu'est-ce que tu as besoin comme compétence pour ça? Est-ce que c'est l'organisation? Est-ce que c'est comment influencer les gens? Comment négocier? Et puis, à travers de questions, vraiment déterminer quelles sont des choses qu'il sait déjà faire et quelles sont des choses qu'il ne sait pas faire. Et puis, ensuite, dire, OK, je t'invite à regarder un peu qu'est-ce qui pourrait te motiver au niveau de développement. Est-ce qu'il y a une formation qui pourrait être intéressante? Est-ce que tu as entendu d'un livre ou parler peut-être avec des collègues autour de ça? Et vraiment installer ça dans l'équipe. Donc vraiment installer ça dans l'équipe. Et puis après, c'est vraiment des discussions qu'on a tout le jour. Donc on voit que quelqu'un fait quelque chose qui est peut-être pas au top, mais utiliser ça comme une opportunité de développer la personne. Dire, ah oui, j'ai vu que tu as écrit le rapport et j'ai remarqué qu'il y a 2-3 erreurs. Comment on pourrait faire pour éviter ces erreurs? Donc vraiment, dans un feedback constructif pour aller vers quelque chose de mieux. Le feedback est là vraiment pour aider la personne à aller vers un mieux ou pour refaire quelque chose qu'il a fait. Donc, autant utiliser ça aussi et pas penser que le feedback, c'est pour casser la personne. Non, clairement pas. Donc, vraiment poser des questions, prendre le temps. Je crois Antoinette a aussi créé un learning que vous allez avoir accès après avec le Ikigai qui détermine vraiment qu'est-ce qui motive la personne. Ça, c'est aussi un outil que vous pouvez utiliser. Donc, vraiment être à l'écoute, poser des questions et avoir une vraie discussion ouverte et transparente. Et moi, Stéphanie, du coup, j'avais une petite question par rapport à ça parce que
voilà, comme on l'a dit, c'est dans le rôle du manager, c'est vraiment important que ça se passe. Mais du coup, est-ce qu'à un moment, tu penses que le département L&D doit vraiment, entre guillemets, rendre ça obligatoire d'une certaine façon dans le rôle? Tu vois, pour faire évoluer les mentalités, etc. Comment tu vois cet aspect de change management finalement dans certaines mentalités, quoi? Oui, et ça, c'est une bonne question parce que c'est effectivement un problème, même si tu l'écris dans la description de fonction, c'est toujours la chose qui tombe un peu en arrière. Et je crois, là, c'est vraiment important que tu partages, par exemple, de success stories. Par exemple, j'ai travaillé avec une entreprise où il y avait certains gens qui disaient « Ouais, mais nous, c'est du n'importe quoi, on a trop à faire, etc. » Et d'autres qui disaient « Mais moi, ça me parle. » Et donc, on s'est focalisé sur ceux qui étaient vraiment embarqués dans le projet et qui ont mis en place cette approche coaching. Et au fur et à mesure, ce qu'on a vu, c'est que, en fait, tout le monde voulait travailler pour ce manager-là parce que c'était vraiment motivant. Ils utilisaient plein d'intelligence collective, ils s'informaient toujours et c'était vraiment quelque chose qui était très motivant. Et donc, au fur et à mesure, les managers des autres départements, ils se sont dit, ah oui, tiens, il y a peut-être quand même quelque chose qui est peut-être pas si mal. Et ils se sont mis petit à petit. Et le Learning and Development, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils ont mis en place une formation pour aider, comment poser des questions, comment être un coach, quels sont certains outils qu'ils peuvent utiliser. Parce que c'est pas donné naturellement à tout le monde de le faire et de le soutenir et dire, OK, tu peux, par exemple, aller à une formation manager-coach où tu vas apprendre des outils de coach que tu peux utiliser avec ton équipe et pendant la formation, il y a des cas qui vont être discutés, etc. Mais ça, c'est des opportunités magnifiques. Donc, oui, donc je dirais le faire obligatoirement, de dire vous devez le faire, mais ça ne marche pas. Il faut vraiment convaincre des gens par l'expérience et par la réalité. Mhm. Donc on avait une question justement de Stéphanie, d'une autre Stéphanie, qui posait cette question justement en tant que L&D manager, ben, comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'engager, enfin que les managers engagent leurs équipes dans la formation. Donc je joue ce rôle-là. Ben, je crois que tu étais un petit peu en train d'y répondre en évoquant ça. Je pense qu'il y a l'idée déjà de les former, donc c'est ça que tu étais un petit peu en train d'expliquer, de dire bah tiens voilà, ils doivent se sentir prêts à devenir ces coachs. Ça fait un petit peu le lien avec la dernière question, je pense, qu'on verra juste après, mais qui porte un peu sur les compétences qu'ils doivent développer. Donc ça, on reviendra peut-être là-dessus ensuite. Et puis, oui, il y a cette... Enfin, je sais pas s'il y a autre chose que tu ajouterais là-dessus. Mais je crois qu'il y a l'idée de transition. Donc, enfin, tu parlais de ces use cases, ces success stories plutôt. Donc ça peut peut-être être une manière de faire, de commencer par quelques managers qui ont envie de le faire et puis justement de montrer aux autres managers que ça fonctionne, etc., pour créer une dynamique. Ça peut être une manière de faire ça, peut-être en phasant l'approche. Oui, tout à fait. Donc, l'approche que je viens de citer, pour moi, ça marche vraiment toujours le mieux. Mais quand je vois la question, c'est vraiment, qu'est-ce que Stéphanie a dit, en sorte que le manager engage leur équipe dans la formation. Euh, donc, je ne suis pas sûre que c'est la même question. Je crois que c'est plutôt, mais comment utiliser ce que j'ai appris dans la formation en réalité. Est-ce que c'est ça, Stéphanie, ou pas? Oui, elle est en train de taper, donc il faut voir. Parce que j'aimerais vraiment bien répondre à la question qu'elle a. En attendant, peut-être, donc, oui, par l'expérience et vraiment par trial and error. Donc, c'est vraiment, on doit essayer et on peut même dire à son équipe, écoutez, moi, j'ai envie de devenir un manager coach, je vais sans doute faire des erreurs, mais c'est pas grave parce que on va tous faire des erreurs. Et en disant ça, on ouvre aussi
l'atmosphère dans l'équipe et on dit, mais même si vous faites des erreurs, c'est pas grave parce qu'on est tous humains et donc on fait des erreurs. Je pense que Stéphanie a effectivement répondu et que c'est effectivement comment convaincre finalement l'équipe à s'inscrire à la formation, à réaliser la formation sans pour autant devoir être derrière eux non-stop. Oui, et c'est vraiment une excellente question et c'est un challenge que tous les L&D managers ont. Donc, en essayant d'utiliser des gens qui sont des ambassadeurs et peut-être de coachs naturels qui utilisent ça déjà, ou en disant, donc ça, oui, qu'est-ce que vous avez à perdre, mais ça marchera pas. Donc, j'ai malheureusement pas la baguette magique qui va faire que tout le monde s'inscrit à la formation, mais je crois vraiment en montrant la réalité et en demandant peut-être à une équipe à donner de commentaires sur vidéo, par exemple. OK, moi, je suis dans l'équipe de XY et mon manager a suivi une formation manager coach et ce que j'ai vu comme différence, c'est ça et ça. Donc ça marche généralement bien, mais évidemment, là, tu as besoin déjà avoir de managers qui ont déjà fait et qui vont l'appliquer dans la réalité aussi. Est-ce que ça répond à la question? Oui, Ok. Peut-être une dernière question qui tourne un petit peu sur cette mise en œuvre aussi. Donc, c'est la question d'Élodie. En fait, l'idée, c'est, OK, à un moment donné, on réalise ce coaching, mais finalement, certaines des choses qu'on aimerait pouvoir mettre en place, c'est pas possible. Parce qu'il n'y a pas de formation disponible sur étagère. Dans le catalogue actuellement, on n'a pas ce qu'il faut. On est dans une petite structure, il n'y a pas les moyens suffisants. Donc, comment est-ce qu'on fait dans ce cas pour ne pas frustrer son collaborateur, son talent? Oui, et ça, c'est une bonne question aussi. Et c'est une question que j'ai déjà rencontrée quand j'ai travaillé avec des startups parce que, évidemment, les moyens sont différents. Et en fait, je crois, là, on doit vraiment faire appel à la créativité. Donc, parce que dans de startups, il n'y a pas de budget. Donc, à la créativité, qu'est-ce que ça veut dire? Mais comment on peut mettre en place de formations qui vont avoir le même impact. Ce que je veux dire, c'est, donc par exemple, dans chaque entreprise, il y a au moins 1 ou 2 managers qui sont de bons coachs. Pourquoi pas les utiliser à partager leurs expériences, à faire un Q&A ou à dire, OK, chaque première du mois, on se réunit pour un lunch et vous pouvez poser toutes les questions que vous avez. Ou vous pouvez chercher des livres qui vont donner l'inspiration, ou des vidéos, ou autre chose. Donc, ou évidemment aussi mettre en pratique et accompagner la personne peut-être. Donc, il faut vraiment faire appel à la créativité pour contourner de limitations au niveau de budget et peut-être aussi parfois les limitations au niveau de temps. Et limitation au niveau de temps, je dirais, mais parfois dans les startups, c'est un peu 50-50. Donc, la personne va peut-être faire une formation qui paye 50% et 50% c'est payé par l'entreprise ou 50% de temps c'est pendant le travail et 50% c'est dans son temps personnel. Donc, ça c'est vraiment de solutions qu'il faut trouver pour chaque situation. Est-ce que ça répond à ta question? En tout cas, je pense que c'était déjà pas mal. Il y a Antoinette qui précisait aussi qu'effectivement, il y a énormément de contenus qui existent sur le net, qui sont gratuits.
gratuits ou en tout cas pas chers. Hein. Je pense au contenu Udemy par exemple, sur lequel il y a régulièrement des promotions. Moi, j'ajouterais peut-être aussi une petite expérience personnelle, c'est qu'on est parfois surpris, mais quand on veut aller chercher, et en startup, c'est assez vrai. En startup, on n'a pas toujours un mentor, quelqu'un qui a cette expérience, qui va pouvoir nous apprendre en ayant déjà vécu tout ça. Et ce qui marche très bien dans ce cas-là, c'est simplement d'essayer sur LinkedIn, de contacter des personnes qui probablement ont la réponse. Et on est étonné parce que ça peut être assez étonnant, mais vous allez vous rendre compte que fréquemment, il y a des gens qui vont accepter de vous répondre, de prendre un petit peu de temps pour répondre à vos questions et qui vont faire ça de manière désintéressée, je dirais. Donc ça, c'est aussi parfois une piste qu'il ne faut pas hésiter à suivre, en particulier en startup, je pense. Oui, absolument. Et c'est vraiment super. Et honnêtement, moi, j'ai déjà eu une demande comme ça aussi et j'ai absolument aucun problème de passer 1 heure avec la personne parce que, enfin, moi, j'adore ça aussi et je fais régulièrement appel à de confrères pour partager des expériences, pour partager vraiment des questions que j'ai et pourquoi moi, je ne ferais pas alors. Donc, c'est vraiment une super approche. Ok. On va passer à la dernière question. On a encore quelques minutes pour celle-là. La dernière question, elle porte un petit peu finalement sur les compétences. Donc, est-ce que tout le monde peut devenir un coach et quelles sont les compétences qu'on doit développer pour ça? Oui. Donc, tout le monde peut devenir un coach et j'aimerais bien partager en fait quelque chose qu'un manager m'a dit. Ça date déjà un petit moment, mais elle m'a dit, mais Stéphanie, si tu veux vraiment devenir un bon manager, la première chose que tu dois faire, c'est, enfin, c'était en anglais et je ne sais pas comment dire en français, mais you need to care about your people. Donc, tu dois vraiment, enfin, je ne sais pas comment Il tu faut, traduis ça en ouais, français, mais il faut vouloir En leur, prendre soin. ouais, C'est c'est ça, vraiment oui, en vouloir en prendre prendre soin. soin et vraiment être oui, intéressé. et vraiment avoir un intérêt pour les gens avec lesquels tu travailles. Et le reste va se mettre automatiquement. Et je me souviens, j'ai dit, tiens, c'est quelque chose que je sais faire, ok, je vais l'essayer. Et en fait, elle a eu raison parce que une fois on a un intérêt pour la personne et on veut vraiment qu'elle réussisse, mais le reste, ça suit automatiquement. Maintenant, évidemment, il faut, au niveau des compétences, il faut avoir il faut quand même savoir poser des questions, il faut savoir écouter, il faut savoir réphraser, il faut savoir mettre des choses ensemble. Donc, ça, c'est clair, c'est une compétence qu'il faut quand même développer. Donc, il faut aussi peut-être au niveau de communication, travailler comment on est aperçu, comment... parce que si on est quelqu'un qui est super énergétique et qui laisse jamais la place à l'autre personne, mais évidemment là c'est un peu difficile d'avoir une discussion. Donc là on doit comme manager travailler sur soi-même et dire ok, je suis quelqu'un qui a plein d'énergie, mais parfois je dois fermer ma bouche pour vraiment écouter la personne. Et donc ça c'est vraiment important. Mais je dirais vraiment poser des questions, écouter et rester ouvert. C'est vraiment ça qui est critique. Me poser des questions, je pense que c'est presque, c'est un peu c'est quelque chose qui se travaille aussi. C'est un petit peu devenir, ça fait penser un peu à un thérapeute aussi. Hein, c'est une compétence qui s'apprend, je crois. Mais... Oui, tout à fait. Et ok, donc on écoute active, sans doute de l'empathie. Je pense que en fait, ce que tu évoquais avec caring en anglais, ça se rapproche un peu du concept de bienveillance dont on parle aussi pas mal. Je crois qu'il y a un petit peu de ça là derrière en réalité. Donc voilà, je pense que ça donne déjà une bonne idée des compétences à développer. Peut-être aussi quelque chose qu'on a évoqué pas mal, au moins au début de l'entretien, c'était un petit peu autour justement des piliers de la motivation. Je crois que là aussi, il y a sans doute quelque chose à maîtriser. Enfin, je parlais des piliers tout à l'heure. Bon, il y a différents modèles là aussi, mais il y en a un qui parle de l'autonomie, du purpose, du sens, et cette quête de sens dont on parlait, de l'expertise, la mastery, la maîtrise. Je pense qu'il y a la dimension sociale. Enfin voilà, je pense que c'est aussi des choses où ça peut être intéressant de se former pour devenir un meilleur coach, comprendre quels sont justement ces leviers de la motivation. Oui, clairement. Enfin, même l'intelligence collective, c'est aussi quelque chose auquel on devrait se former parce que c'est vraiment ça
qui est, enfin pour moi, c'est l'avenir, parce que quand on parle aux jeunes générations, c'est ça qu'ils veulent, parce que juste parce qu'ils n'ont pas encore beaucoup d'expérience, ça ne veut pas dire qu'ils sont bêtes, au contraire, je crois qu'ils ont de chouettes idées, et moi, enfin, Antoinette et moi, on discute souvent parce que elle est plus jeune que moi et j'apprends toujours d'elle et elle apprend toujours de moi et je trouve que c'est super riche ça. Donc vraiment utiliser l'intelligence de chacun, c'est vraiment ça qui fait le fort d'une équipe et qui augmente évidemment la motivation, parce que si l'ambiance dans l'équipe, c'est OK, on peut tous donner notre opinion, on peut tous participer, on peut faire ce qu'on adore et améliorer les choses, mais enfin, c'est du pain béni. Donc, c'est vraiment la situation idéale. Et c'est vraiment ça qui est vraiment à souhaiter. Donc, je dirais, comme manager, au niveau des compétences, c'est surtout se mettre en question et pas arrêter de se former, de se développer, d'être ouvert à tout ce que les autres ont à dire et à l'intégrer, et pas dire non, on fait comme ça, parce que ça marchera plus. Parfait, merci. On va terminer avec cette partie questions. Maintenant, ce que je vous propose, c'est juste de jeter un petit coup d'œil à MySkillCamp. Dans MySkillCamp, on a en fait quelques outils qui peuvent aider le manager dans certaines des tâches qu'on a évoquées aujourd'hui. Donc, je vais vous donner juste un petit aperçu rapide pour vous montrer comment la technologie peut aussi servir tout ça, bien sûr. Et puis justement, on partagera cette ressource que Antoinette évoquait, puisque par exemple, on a une petite boîte à outils qui vous sera partagée après ce webinaire, dans laquelle vous retrouverez justement quelques définitions aussi, la place du manager, la place des équipes, etc. Mais aussi quelques éléments d'information sur l'ikigai. Donc si c'est quelque chose que vous ne connaissez pas encore ou vous vous en rappelez juste un petit peu, ce sera l'occasion de le redécouvrir. Et puis pour toute cette partie qu'on vient d'évoquer sur cette capacité à poser des questions, là aussi, il y a quelques questions qui sont proposées et qui sont d'ailleurs pas mal développées. N'hésitez pas à cliquer sur les questions pour avoir plus de détails. C'est quelque chose que vous pouvez partager avec vos managers directement, cet outil. Donc voilà, on y viendra dans un instant. Donc avant juste de vous montrer ce qu'on a dans MySkillCamp qui peut aider un manager, juste un petit mot rapide sur MySkillCamp. Chez MySkillCamp, on a une conviction, c'est que pour évoluer, pour rester en permanence, développer ses compétences et développer tout son potentiel, que ce soit à un niveau individuel ou au niveau d'une entreprise, eh bien, il faut ne jamais cesser d'apprendre. C'est ce qu'on venait de dire avec Stéphanie sur la posture du manager qui doit se remettre en question en permanence, mais c'est vrai dans tous les métiers. Il y a des métiers qui disparaissent, il y a des nouveaux métiers qui se créent, des métiers qui se transforment. Et donc, aujourd'hui, plus que jamais, eh bien, il faut continuer à apprendre en permanence, l'apprentissage continu. Et pour que ça fonctionne, eh bien, on souhaite un apprentissage qui a un impact. Et chez MySkillCamp, ce qu'on prône pour ça, c'est quelque chose qui repose sur 4 piliers. Une culture de l'apprentissage, donc c'est justement cet apprentissage continu, et il s'agit d'arriver à mettre en place cette culture de l'apprentissage, la faire vraiment partager au sein de l'entreprise. Ça nécessite du coup le téléphone rouge, c'est-à-dire la capacité d'action en profondeur dans l'entreprise, parce qu'on ne peut pas mettre en place une culture de l'apprentissage en restant trop superficiel. On doit être capable quand même de faire changer les choses en profondeur dans l'entreprise. Ça passe aussi par les meilleurs contenus. Alors les meilleurs contenus, ça va parfois être les contenus que vous allez créer, parfois les contenus que vous allez pouvoir trouver sur étagère, parce que ça ne sert à rien non plus de réinventer la roue. Et donc cette combinaison de création et de curation, c'est aussi quelque chose qu'on propose dans MySkillCamp. Et puis tout ça doit être soutenu par la technologie adéquate, et MySkillCamp propose une Learning Experience Platform. Voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus là-dessus parce que j'ai mis une petite vidéo, vous pouvez toujours aller la consulter ensuite. Ça montre un petit peu justement comment vous pouvez créer dans cette vidéo, par exemple, un contenu qui va qui va permettre de découvrir la gestion de projet dans votre entreprise en combinant des contenus que vous allez aller chercher, que vous aurez parmi les contenus fournisseurs qu'on propose dans MySkillCamp. Vous allez aller faire de la curation, sélectionner des contenus où on va vous aider à le faire. Et puis vous allez combiner ça avec des contenus que vous avez créés vous-même pour créer un parcours de formation à la gestion de projet dans votre entreprise. Ça illustre ça assez bien.
Et donc concrètement maintenant, pour les managers, il y a quelque chose qui a été mis en place il y a quelques mois dans MySkillCamp. Et déjà, la philosophie, c'était vraiment de proposer aux managers un outil qui soit pensé pour eux. Donc, on a vu tout à l'heure qu'il y a quand même quelques obstacles et qu'il s'agit d'arriver à convaincre les managers. Justement, l'idée, c'est déjà de ne pas faire de la technologie un obstacle, et le fait d'avoir un outil, une interface qui est relativement simple, mais qui permet de faire juste ce qui est nécessaire pour eux et pas plus, ça va éviter de les perdre là-dedans, ça évite de faire de la technologie un obstacle, parce que c'est très simple à prendre en main. Et donc, on a une interface qui s'appelle J'accompagne et qui propose au manager d'accompagner son équipe. Donc voilà, c'est un petit aperçu de cette interface. Donc on va pouvoir, hop, je vais peut-être un petit peu trop vite déjà. On va pouvoir revenir, alors je vais redémarrer la vidéo rapidement. Voilà. Donc vous voyez ici, on a une liste finalement des membres de l'équipe qui permet déjà d'un coup d'œil de voir un petit peu qui a été actif pour la dernière fois. Est-ce que quelqu'un éventuellement a une demande d'inscription dont je devrais m'occuper, ce genre de choses. Combien de temps on a appris au cours du mois écoulé sur la plateforme, bien sûr. Il y a pas mal de possibilités pour faire figurer tout ce qu'on fait, même si ça ne se passe pas dans la plateforme, même si j'ai lu un bouquin que j'avais acheté sur Amazon, je vais pouvoir mettre ça dans MySkillCamp aussi, donc ça devient visible dans tout ça. Voilà. Et donc on part de là, mais on l'a vu, c'est avant tout une question individuelle, et donc on a un tableau de bord qui permet de voir un petit peu, ok, son talent, son collaborateur, où est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il a terminé récemment? Est-ce qu'il a obtenu un certificat? Est-ce qu'il a... Voilà, donc les contenus qui ont été terminés récemment, les contenus en cours, les contenus qu'il n'a pas encore démarré mais auxquels il est inscrit, et on va pouvoir directement venir l'inscrire à un contenu parce que peut-être on est dans une réunion one-to-one et on est en train de discuter avec lui et on se dit, tiens, ce serait bien que tu fasses quelque chose là-dessus. On peut le faire directement avec lui. Il peut le faire lui-même, mais vous allez pouvoir le faire, ou le manager va pouvoir le faire à sa place, et aller l'inscrire. Et puis, on va pouvoir aussi, en tant que manager, aller partager des choses avec son équipe. Donc là aussi, on parlait d'intelligence collective. On va pouvoir venir partager des ressources, et puis notifier les apprenants, notifier les membres de son équipe, ce qui va les encourager à revenir un petit peu dans la plateforme. Donc ça, c'est aussi assez intéressant, évidemment. C'était une des questions aussi, de dire comment on fait pour engager, en tant que manager, pour les engager. En venant partager des ressources, ça va les ramener dans la plateforme. Donc ça crée aussi davantage d'engagement. Et puis, bien sûr, on va pouvoir les réagir, encourager. Donc, de nouveau, il faut encourager les comportements qu'on veut voir se répéter. Et donc, on va pouvoir venir réagir un petit peu sur des messages qui auraient été partagés par des membres de l'équipe. Côté apprenant, comment ça se présente? Comme une communauté. Donc là, on est passé sur le côté apprenant. On a une communauté. Et en tant qu'apprenant, évidemment, on peut aussi partager des éléments avec son équipe. Donc voilà, ça c'est un petit aperçu des possibilités de MySkillCamp, ou en tout cas de quelques-unes qui étaient particulièrement pertinentes dans le contexte du jour, parce que je ne voulais pas non plus vous faire la démonstration en long, en large et en travers de toutes les capacités de l'outil, ce n'était pas le sujet du jour. Voilà. Donc ce tableau de bord, effectivement, je crois que c'est quelque chose sur lequel on a travaillé beaucoup, c'est quelque chose qu'on a construit avec des managers d'ailleurs, parmi nos clients. On a recruté des managers pour pouvoir un petit peu avoir leur avis et travailler ça jusqu'à avoir quelque chose qui plaise vraiment. Voilà, donc c'est quelque chose qui a été construit avec des managers, pour les managers. Voilà, donc pour aller plus loin, il y a ce support que j'évoquais, cette boîte à outils que Antoinette a créée et met à votre disposition. C'est totalement gratuit, ça a été créé avec GeniAD. Au passage, si vous ne connaissez pas l'outil, ce sera l'occasion de le découvrir. C'est un super outil qu'on recommande beaucoup chez MySkillCamp. Vous avez un petit aperçu ici, mais donc vous cliquez sur ce lien, vous cliquez ici sur l'image en dessous, et vous aurez accès à la boîte à outils. On mettra sans doute directement le lien vers la boîte à outils dans un petit email qu'on vous enverra après ce webinaire, avec également l'enregistrement du webinaire. Voilà, merci pour votre attention. Donc. Et puis pour les questions qui ont déjà été posées et auxquelles on a déjà pu répondre en cours de route, j'espère que ça vous a intéressé. Et puis peut-être que vous avez encore quelques questions. Donc je vous laisse une minute pour prendre le clavier et les formuler. Je pense que vous avez déjà été super complet, Stéphanie et Mathieu. Il semblerait que... Oui. Pas de questions. Moi, je pense qu'on a couvert toutes les questions en cours de route. Donc voilà, je ne pense pas que personne ait pris le clavier.
Donc, ben, merci encore. On vous souhaite. C'est Patrick qui est en train de. Ah ben voilà. Ah, ben, Ah oui, avec avec plaisir, plaisir, Patrick. Patrick. Ben, donc, merci à tous. Et puis, ben, on aura l'occasion. Enfin, MySkillCamp organise régulièrement des webinaires. Hein, donc, je crois que parmi les prochains, on aura quelque chose aussi bah, plus propre peut-être à la donnée, l'exploitation des données, du reporting, etc., pour vraiment essayer bah, de mesurer l'impact qu'a la formation, justement. Donc ça, c'est un des sujets qui sera abordé lors d'une prochaine session. Voilà, bah, je vous remercie. Et puis, merci à toi, Stéphanie, encore. C'est vraiment super intéressant. Avec Et Stéphanie. merci, Antoinette, pour ton aide aussi. Et Avec puis, plaisir. je vous souhaite une excellente journée à tous. également. Merci. Merci. Bonne journée à tous. À bientôt. Au revoir. Bonne Au revoir. journée.